Donc bonjour à tous, je m'appelle Raphaël Coll, je suis un interne en oncologie à Gustave Roussy, sous la direction du docteur Lavaux, dans le service du Gard. Je vais vous présenter un article qui a été publié en avril 2018 dans le New England et qui compare en fait en première ligne dans les cancers du poumon non à petites cellules, non épidermoïdes, l'association pembrolizumab plus doublé à base de platine et Alimta versus juste doublé à base de platine et Alimta. La place des inhibiteurs de checkpoint dans les cancers du poumon non épidermoïdes, donc non à petites cellules, c'est 1 en première ligne chez les patients qui sont en bon état général et qui expriment PDL1 à plus de 50%. Sinon, c'est en deuxième ligne, après progression, chez les patients qui sont OMS 0, 1 ou 2, et là on a le choix entre soit du nivolumab qu'il y ait ou non expression de PDL1, ou pembrolizumab si PDL1 est exprimé au moins à 1%, enfin supérieur à 1%. Dans cette étude, les auteurs ont combiné de la chimiothérapie et des inhibiteurs de checkpoint. Donc quel est le rationnel? En fait, il y en a trois. Il y a un rationnel physiopathologique, qui est celui de la synergie. Pourquoi synergie? C'est un peu comme le rationnel de associer la radiothérapie et l'immunothérapie, c'est de faire par la destruction tumorale du relargage antigénique et donc de la présentation antigénique. Le second argument physiopathologique, c'est de modifier un petit peu l'environnement immunitaire vers un environnement plus, enfin pas pro-tumoral, mais plutôt, c'est quoi l'inverse de pro-tumoral? Antitumoral, merci. Antitumoral, notamment en inhibant un petit peu les effecteurs pro-tumoraux de l'immunité, comme les lymphocytes Treg ou les cellules myeloïdes suppressives. Le second argument est rationnel pour cette association, il est plus trivial, mais à mon avis il est plus important, c'est d'augmenter la proportion de patients qui vont pouvoir recevoir les deux traitements. En fait, dans les études en vie réelle, ou même dans les études on va voir ici randomisées, on se rend compte que la moitié des patients ont accès à une seconde ligne. C'est-à-dire quand on fait de la chimiothérapie à un patient, il pourra avoir de l'immunothérapie dans moins de 50% des cas derrière. Donc faire tout en première ligne, ça permet qu'ils aient tout, et donc qu'ils aient une chance de répondre à l'immunothérapie. Dernier argument pour faire cette étude, c'est qu'il y a une phase 2 qui a été faite avant, donc pembrolizumab plus carboplatine plus Alimta versus carboplatine Alimta, une phase 2 ouverte, et en taux de réponse et en PFS, cette étude était significative. Donc c'est pas très étonnant quand on rajoute une molécule de gagner en taux de réponse et de gagner en PFS, mais c'est quand même un bon signe d'activité, d'où l'intérêt de faire une nouvelle étude qui cherche à montrer notamment un gain en survie. Cette nouvelle étude, c'est Keynote 189. Cette diapo, elle résume le design. La population, c'est une population de cancer du poumon non à petites cellules, non épidermoïdes, non muté EGFR, non réarrangé ALK. Il n'y avait pas de sélection sur le statut PDL1. Les patients sont randomisés en 2 pour 1 en faveur du bras pembrolizumab, plus carboplatine AUC5 ou cisplatine 75 mg/m², plus Alimta 500 mg/m², qui sont les doses habituelles. Derrière, il y avait un entretien par Alimta, toutes les 3 semaines, plus pembrolizumab. Ça, c'était le bras expérimental. Dans le bras standard, c'est carbo ou cisplatine plus Alimta, plus placebo. Et en entretien, Alimta plus placebo. Donc c'est une étude de phase 3 randomisée, en double aveugle, avec un placebo. Les patients qui étaient dans le groupe placebo, il pouvait y avoir un crossover derrière quand ils progressaient pour du pembrolizumab. Vous verrez, c'est important pour la suite. Les critères de jugement, il y avait 2 critères de jugement principaux, l'OS et la PFS, et les critères secondaires, c'était les taux de réponse, la durée de la réponse et la tolérance. Au niveau statistique, c'était une étude qui s'est faite en intention de traiter. C'était stratifié sur le statut PDL1, sur le tabagisme, sur le statut tabagique, et sur le type de platine utilisé, carboplatine ou cisplatine. La méthode d'analyse était Kaplan-Meier. Il voulait mettre en évidence un hasard ratio à 0,70 en faveur du groupe pembrolizumab avec une puissance de 90 à 90%. Il y avait 2 analyses intermédiaires qui étaient programmées, et c'est pour ça que leur risque alpha qu'ils ont choisi unilatéral va être adapté au fur et à mesure, selon à quel moment de l'analyse c'est fait, et parce qu'il y avait 2 critères de jugement principaux. Ils calculaient qu'il fallait 570 patients pour atteindre leur objectif. La population, donc elle a été tirée de 126 centres, c'était pas certifié sur les centres par contre. C'était donc tiré de 126 centres dans 16 pays. C'était recruté de février 2016 à mars 2017
il y avait 616 patients en tout qui ont été inclus, 410 patients dans le bras chimiothérapie plus Pimbro, 206 patients dans le bras chimiothérapie plus placebo. La population, les effectifs étaient équilibrés, sauf au niveau du sexe, il y avait plus d'hommes dans le bras pambrolizumab. Sinon, on a environ 30% de patients qui ont un PDL1 inférieur à 1%, 30% qui ont un PDL1 supérieur à 50%, et le reste entre les deux, ça fait aussi 30%. 17% des patients avaient des métastases cérébrales, asymptomatiques, 88% des patients étaient fumeurs, et 70 patients ont eu du carboplatine et pas du cisplatine. Pour ce qui est... Ouais. Les résultats que je vais vous présenter là, c'est les résultats de la première analyse intermédiaire. C'est une étude qui a recruté très vite. Donc à la première analyse intermédiaire, on a déjà 616 patients, 410 événements, dont 235 décès. Donc l'alpha choisi, parce que c'était la première analyse intermédiaire, enfin pas choisi mais calculé, parce que c'était la première analyse intermédiaire, c'était cela. Les résultats en survie globale. Il y a un net bénéfice, comme vous le voyez, en survie globale pour le groupe pambrolizumab plus chimiothérapie, avec un hasard ratio qui est à 0,49 et qui est significatif. Et des courbes qui se séparent, on le voit bien. C'est important pour la suite de voir les deux lignes du dessous. On voit que dans le groupe placebo, il y a 41% des patients seulement qui ont eu un crossover. Et de façon générale, il y a moins de 50%, et même beaucoup moins de ça, parce qu'il y a 30% des patients dans le groupe Pimbro et 46 patients dans le groupe placebo seulement qui ont une seconde ligne. C'est-à-dire que même des patients qui sont dans les essais thérapeutiques, donc qui sont super fit, d'ailleurs ils n'ont pas forcément de deuxième ligne. Les résultats de la survie globale, on les retrouve dans tous les sous-groupes, notamment dans tous les sous-groupes de stratification du statut PDL1. Que le PDL1 soit négatif, à moins de 1%, 1 à 50%, plus de 50%. Il y a un bénéfice à l'injonction du pambrolizumab en association à la chimiothérapie. Vous ne retrouvez pas... Ouais. Bon, il n'y a pas d'incidence du fait de fumer ou de ne pas fumer sur la significativité des résultats, ce qui n'était pas le cas dans une étude précédente. Je vous en parlerai après. Sur la survie sur progression, sans surprise, ça sort aussi, avec un hasard ratio à 0,52, et c'est aussi significatif. Dans les études de sous-groupe de la survie sans progression, il y avait seulement le groupe PDL1 inférieur à 1% pour lequel il n'y avait pas de significativité, même s'il y avait une tendance à la diminution du risque, avec un hasard ratio de 0,75 qui dépasse la barre du 1. Sur les critères de jugement secondaire, notamment la tolérance, il y avait autant d'effets secondaires de grade 3, 4, 5 dans les deux groupes. Si on se penche sur les différences en termes d'effets secondaires, il y avait quand même plus d'interruptions de traitement dans le groupe pambrolizumab, environ 13,8% contre 7,9% dans le groupe chimiothérapie. Les effets secondaires qui étaient plus fréquents dans le groupe pambrolizumab, c'était notamment la diarrhée, les rash, ce qui pose la question parfois de maintien de l'aveugle quand il y a des effets secondaires très spécifiques du traitement expérimental. Et étonnamment plus de neutropénie fébrile, et de façon intéressante, plus d'insuffisance rénale aiguë de grade 3, 5,2%. Il ne détaille pas pour savoir si c'est des néphrites interstitielles ou si c'est des glomérulopathies lupiques ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, ça fait des insuffisances rénales aiguës, le pambrolizumab, en association en tout cas à la chimio, et même sans association. De façon intéressante, il y a 6% quand même de patients qui décèdent des toxicités de la chimiothérapie, plus ou moins associées au pambrolizumab. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, à peu près 6%, je m'en ai pas un avis. 6%, en général, il y en a entre 3 et 5%, 6% non, ça se retrouve. D'accord. Dans le bras Pimbro, il y avait 3 décès en plus, il y a des pneumopathies auto-immunes. Il y a évidemment plus de toxicité auto-immune dans le bras avec le Pimbro, c'est 21%, mais il y en a quand même dans le bras sans Pimbro. Donc, il y a clairement un bénéfice important de l'adjonction du pambrolizumab à la chimiothérapie par platine alimta pour les cancers du poumon non à petites cellules, non épidermoïdes en première ligne, avec une diminution du risque de décès et de progression de 50%. C'est lié en partie à l'effet de la combinaison, mais c'est évidemment lié à l'accès, je pense, aux deux lignes. On voit que dans le groupe placebo, ils n'ont pas accès à l'immunothérapie. Et ça joue forcément, à mon avis, dans la différence de résultats. Il y avait une toxicité, donc ce bénéfice se fait au prix d'une toxicité un petit peu supérieure, avec un peu plus d'arrêt de traitement, un peu plus de toxicité auto-immune, ce qui est normal, mais ça reste tout à fait gérable.
Les questions qu'on peut se poser par rapport à cette étude-là, c'est la question de la séquence. Souvent, on a pas mal d'études qui essaient de mettre le maximum de traitements en première ligne, et après, il y a des débats des débats dans lesquels certains soutiennent que si les patients les ont en séquentiel, c'est peut-être mieux, et que dans ces études-là, ils les ont pas en séquentiel parce qu'ils n'ont pas forcément le second traitement derrière. Sauf que, en fait, ces patients, on voit que même dans une étude où les patients sont fit, où un crossover est prévu, ils n'arrivent pas à avoir la seconde ligne. Pourquoi? Parce que c'est souvent des maladies agressives et que les patients sont trop mal quand ils arrivent à la seconde ligne et qu'ils n'ont pas les traitements. Donc je pense que même si cette étude, c'est pas une étude de stratégie qui compare la stratégie chimio puis immuno à la stratégie chimio plus immuno, ça répond quand même à la question dans le sens où ça montre que on n'arrive pas à faire de l'immuno quand on fait la chimiothérapie d'abord à tout le monde en tout cas. Les autres questions qu'on peut se poser, c'est sur le bras standard. Les endpoints du bras standard, ils sont un tout petit peu plus faibles que ce qu'on peut voir dans certaines études. Il y avait une médiane de survie qui est un peu inférieure à 1 an, une médiane de PFS qui est à 4,9 mois. Alors c'est à peu près la même que pour l'essai qui est mené à l'enregistrement de la Limta en association cisplatine en première ligne, mais c'est moins par exemple que dans l'essai qui compare cisplatine à Limta versus pembrolizumab où il y avait des meilleurs endpoints, quoi. Donc peut-être que le bras comparateur est un peu moins bien que d'habitude. Mais la vraie question par rapport au bras comparateur, c'est que normalement dans le bras comparateur, on est censé mettre le traitement standard. Or, le traitement standard, pas au moment de l'étude, mais maintenant, en première ligne, pour les patients qui ont un statut PDL1 supérieur à 50%, c'est pas le cisplatine Alimta, c'est le pembrolizumab. Avec, dans le New England qui était paru en novembre 2016, des PFS à 10,3 mois, là l'été de 8,8 mois, on peut pas comparer, mais en gros c'est quand même des PFS comparables, et une survie globale qui n'était pas atteinte par le pembrolizumab seul en première ligne chez les patients avec PDL1 supérieur à 50%. Donc la vraie question qui va se poser là, c'est que faire pour les patients qui ont un statut PDL1 supérieur à 50% en première ligne? Il va falloir qu'on trouve, je pense, des marqueurs qui vont nous dire si les patients sont à même de répondre ou pas à l'immunothérapie. Ces marqueurs, je ne sais pas, j'ai donné 3 idées de possibilités de marqueurs. Donc, il y a la charge mutationnelle qui commence à se développer pas mal en ce moment, notamment dans le poumon. Et le status tabagique, parce que dans l'étude du New England de novembre 2016 qui compare Pembro à cisplatin-Alimta, les patients non fumeurs, en gros, le pembrolizumab n'apportait pas de bénéfice par rapport à la chimio. Donc peut-être que ces patients-là non fumeurs, il faudrait faire une association chimio plus immuno. L'autre marqueur que vous pourrez utiliser, c'est le marqueur d'inflammation, c'est-à-dire les LDH, les neutrophiles, le ratio neutrophile sur lymphocytes, le score lipide. Vous pouvez aller voir si vous voulez sur internet, c'est intéressant. En gros, quand il y a de l'inflammation, probablement qu'on répond moins bien à l'immunothérapie. Et chez les patients inflammatoires, possiblement, il faudrait faire des associations chimiothérapie plus immunothérapie. Et je crois que j'en ai terminé. Bon, merci beaucoup. J'ai presque pas eu à trop le harceler pour qu'il accepte de faire... J'ai promis des verres quand même, mais bon... déjà, vous avez des questions? Non? On a les mêmes données qui vont arriver dans les pyranoïdes? Ouais, je vais en parler. Effectivement, pour revenir juste sur cette discussion, effectivement, tu as déjà quasiment tout expliqué. Hein, c'est vrai que la question de la séquence, vu qu'effectivement il y a quand même peu de patients qui peuvent avoir une deuxième ligne derrière parce qu'ils évoluent vite, etc. C'est vrai que finalement on se posera la question de quelle chimiothérapie on met, est-ce qu'on continue l'immuno, on associe une autre chimiothérapie, je pense qu'on arrêtera l'immuno et qu'on fera une autre chimiothérapie, mais bon, ça viendra probablement sur des prochains essais. Après, pour le score PDL1 supérieur à 50%, effectivement, je pouvais préciser charge mutationnelle. Si c'était une charge mutationnelle importante, qu'est-ce que tu ferais? Alors là, il y a l'autre étude qui était parue en même temps que celle-ci, qui disait que niveau plus IPI, faisait mieux que la chimio pour les charges mutationnelles supérieures à 10 mutations par paire de base. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça va avoir une autorisation bientôt, ça ou pas. C'est en cours. Je pense qu'à mon avis, la combo aura une autorisation avant, mais effectivement, probablement qu'après, pour les charges mutationnelles élevées, si les PDL1 sont très bas, probablement on irait vers niveau IPI. Si après PDL1 un peu plus haut se poserait la question, est-ce qu'on fait la combo chimio-immuno ou alors niveau IPI? Ça on ne sait pas trop encore.
Mais là, ce qu'on peut imaginer, si par exemple PDL1 est supérieur à 50% et que la charge mutationnelle est un peu basse, ça pourrait être un argument pour faire de la chimio plus immuno que faire juste immuno. Ou alors que de l'immuno tout seul. Hein. C'est vrai que là, en gros, le hazard ratio qui est très bon dans la population globale, on voit que si on stratifie sur moins de 1% de PDL1, 1%, 49% et plus de 50%, en fait le hazard ratio augmente, ce qui est retrouvé à chaque fois dans toutes les études. Après, le hazard ratio était aussi bon dans juste un immuno versus chimio. C'était pas tout à fait le même, mais comme tu disais, pour la PFS, on peut pas comparer, et en plus c'était des données non matures. Donc voilà, mais en fait finalement, peut-être que chez ces patients-là, juste de l'immuno seul, ça suffit, et qu'à progression, on ferait de la chimiothérapie et ça reviendrait au même. Donc à voir, je pense que eux, du coup, ceux qui font le Pimbro vont vouloir pousser à fond, enfin, disons que, non, en fait, eux, ils s'en foutent, vu que de toute façon, c'est la chimiothérapie. Mais après, ce sera à nous de voir, effectivement, je pense que pour ces patients-là, en tout cas, en discutant avec plusieurs oncologues référents thoraciques, eux, ils disent pour le moment, plus de 50%, même si on a l'autorisation demain, on ferait immuno seul et garder vraiment la combo que pour les moins de 50%. Après, on verra un peu après. Donc par rapport à ta question, effectivement, donc il y a le Pimbro versus carbotaxol ou carbonapaclitaxel qui est positif aussi. Donc on va avoir le droit aussi de le faire dans les épis. Il y a aussi des études par rapport à l'atezolizumab en disant bah du coup le Pimbro c'est bien beau, mais nous aussi on a envie de montrer qu'on peut le faire. Donc du coup à l'ASCO il y a eu atezo-carbotaxol sur les données de PFS qui sont positives. L'OS pour l'instant c'était négatif, mais c'était vraiment la première analyse intermédiaire, donc on ne sait pas encore. Il y a aussi une publi sur carbotaxol atezo chez les ADK associés, donc carbotaxol avastin atezo, et donc c'est positif aussi. Donc après va se poser la question. Globalement, les hazard ratios sont un petit peu moins bons qu'avec le pembrolizumab. Donc bon, encore une fois, on ne peut pas comparer, mais pour l'instant, on serait quand même plus en faveur du Pimbro. Alors la seule chose de différence, c'est que eux, ils incluaient aussi les EGFR et les ALK qui sont positifs. Et donc probablement que le labo va mettre tout le lobbying là-dessus en disant bon bah voilà, nous on est les seuls à avoir montré que chez des patients mutés on a aussi une positivité, sachant que dans les études Pimbro ils avaient été éliminés à chaque fois. Donc voilà. Oui. J'ai une question quasiment médico-économique parce que je trouve qu'ils sont quand même coquins. Parce qu'il y a des études qui étaient quand même négatives, on partait sur des histoires de biomarqueurs avec, on sait qu'ils n'étaient pas super, mais qui permettaient de stratifier un petit peu les patients et de pouvoir d'évaluer le pourcentage de chances que le traitement marche. Et là, vu qu'on met de la chimio pour tout le monde et que la chimio ne dépend pas du statut PDL1, les patients vont au minimum avoir du pembrolizumab sur tout le temps de la PFS de la première ligne de chimiothérapie. Donc ils vont en vendre des caisses. Donc bravo. Et du coup ma question c'est, vu les petits résultats qu'on a sur les PDL1 inférieurs à 1%, est-ce qu'on va quand même faire de l'immunothérapie en plus en combo avec la chimio chez ces patients-là? Et c'est combien de pourcents des patients qui sont avec des poumons qui sont PDL1? Là il y avait 30%, ouais, dans l'article c'était 30%. 30%, c'est ce qu'on retrouve à peu près habituellement, et globalement effectivement le hazard ratio était un peu moins important. En gros, si on prenait dans la combo les plus de 50%, c'était un hazard ratio à 0,45, quelque chose comme ça, et c'était à 0,60 chez les moins de 1%. C'est quand même positif. Mais c'est quand même positif, ouais. Et un hazard ratio à 0,60, c'est... Parce que toi, la proportion de patients chez qui ça marche en monothérapie, chez qui ça a l'air d'être bénéfique en monothérapie, c'est 20%. Ouais. Et on va le donner à 100% des patients sur 100% du temps de la PFS de première ligne de chimiothérapie au minimum, quoi. Ouais. Enfin, mais après, c'est vrai qu'il y a quand même un bénéfice en survie. Mais oui, effectivement. Ah oui, et autre chose, d'ailleurs j'y pense, le truc qui
qui est aussi important dans cette étude-là, c'est que si vous voyez toutes les courbes à chaque fois quand il y a de l'immunothérapie, donc en général le taux de réponse effectivement est de 20% à chaque fois, avec des courbes qui se croisent, avec au tout début, en fait l'immunothérapie qui est plus délétère pour certains patients que l'immunothérapie, et donc il y avait eu plein d'études qui s'étaient intéressées aux hyperprogresseurs, etc. Si là on regarde... En fait, du coup, c'est dans les premières fois qu'avec de l'immunothérapie, on ne voit pas justement ce croisement des courbes. Et donc le fait justement de commencer par de la chimiothérapie, ça permet un peu de refroidir justement la tumeur, et que donc du coup de ne pas avoir ces hyperprogresseurs sous immuno. Donc une raison d'associer aussi les deux. Juste une toute petite question là sur les chiffres. Les 30% de gens qui reçoivent un traitement de seconde ligne, c'est parmi toute la population ou parmi la population qui progresse? Non, parmi toute la population. Donc c'est pas... Ouais, après, là-dedans, il y a ceux aussi qui n'avaient pas encore progressé, qui n'avaient pas eu... je crois qu'ils n'avaient pas précisé. Hein. Donc pour moi, c'était toute la population. Sur les 40, enfin là, il y a 50% des gens qui, il y a 15 mois, sont un peu moins, mais la différence est pas si importante déjà, de ceux qui ne reçoivent pas de deuxième ligne de traitement. Non, je pense pas. C'est pas toute la population, parce qu'ils disent que c'est le taux de crossover. Le taux de crossover, c'est parmi les gens qui ont progressé. Moi, j'ai pris comme c'était je pense que c'est les gens qui ont progressé. Par exemple, le 41% des gens qui ont eu de l'immuno, c'est parmi les gens qui ont progressé sous placebo. Ouais. Le crossover, c'est forcément une progression. Ouais. Oui, ah ouais, après, c'est pour le taux de deuxième ligne. Non, je pense que le taux de deuxième ligne, c'était tout confondu. Ça veut dire que... Le crossover n'est pas considéré comme un ligne. Ah si, j'ai rentre dedans. Si, ça rentrait dedans, et en plus ils avaient aussi utilisé là-dedans ceux qui avaient reçu l'immuno hors crossover autorisé. Donc si, il avait compté comme deuxième. Bon, en tout cas, merci Pernelle, merci Raphaël. Merci Raphaël surtout. Comment? Correction. Alors moi je vais vous présenter un article du New England qui a été publié en mars 2018 qui s'intéresse à la durée du traitement adjuvant chez les patients avec un cancer du côlon stade 3. Donc j'ai été relue et corrigée par Romain Cohen. Alors, le cancer du côlon, c'est un cancer fréquent, c'est le 4e cancer en France avec 42 000 cas par an, et c'est le 2e en termes de mortalité. On le diagnostique à des stades de plus en plus précoces grâce au dépistage par test immunologique. Et ici, dans cette étude, on va s'intéresser au stade 3. Donc, c'est les patients qui ont une atteinte ganglionnaire, qui représente quand même pas mal de patients, puisque dans le monde, on a 400 000 patients diagnostiqués au stade 3 par an. La survie à 5 ans, tous stades confondus, elle était de 60%. Enfin, elle est de 60%. Donc, les recommandations avant cet article, chez les patients avec atteinte ganglionnaire, c'est de les opérer et de faire une chimiothérapie adjuvante par FOLFOX ou CAPOX pendant 6 mois, qui doit être débutée avant le 42e jour post-opératoire. Et chez les patients âgés, on peut se permettre de faire la chimiothérapie par 5 effus seul. Chez tous ces patients qui reçoivent la chimiothérapie adjuvante, 1 an après la fin de cette chimiothérapie, il y en a 30% qui vont avoir une neuropathie persistante. Donc il faut bien voir que ces patients, c'est des patients qu'on espère guéris, dont la majorité va être guérie par la chirurgie et par la chimiothérapie. Donc on veut à tout prix éviter qu'ils aient une toxicité qui va perdurer tout le long de leur vie. Donc c'était l'intérêt, c'est ce qui a justifié cette étude, d'essayer de faire un traitement qui sera plus court et qui, on espère, permettrait de diminuer la fréquence et la sévérité de la toxicité, puisque la neuropathie elle est due à l'oxaliplatine et elle est dépendante de la dose totale reçue. Et donc le but c'était de montrer que diminuer la durée du traitement adjuvant permettait donc de diminuer la fréquence de la toxicité sans impacter la survie. Donc c'est une étude de non-infériorité qui a inclus des patients de juin 2007 à 2015, qui était internationale, multicentrique, et qui regroupait en fait 6 essais de phase 3 prospectifs, randomisés entre 3 mois de traitement adjuvant versus 6 mois de traitement adjuvant, chez des patients avec un cancer colique de stade 3. Et par contre, le choix de la chimiothérapie par FOLFOX ou par CAPOX revenait aux cliniciens. L'objectif, c'était de prouver qu'un traitement de 3 mois faisait aussi bien, était non inférieur à un traitement de 6 mois parmi les FOLFOX ou les CAPOX. Le critère de jugement principal, c'était la survie sans récidive à 3 ans. Et dans les critères de jugement secondaire, il y avait notamment les effets indésirables. L'analyse statistique, elle a été faite en intention de traiter modifiée avec les patients qui avaient reçu au moins une dose de traitement, avec un intervalle de confiance à 95%, une puissance de 90%, et donc ils avaient émis l'hypothèse qu'on obtiendrait 72% de survie sans récidive à 3 ans parmi les patients qui recevaient 6 mois de chimiothérapie, et 69,3% parmi les patients qui recevaient 3 mois.
Donc on pouvait conclure à la non-infériorité de 3 mois par rapport à 6 mois si l'intervalle de confiance de notre hazard ratio était inférieur à 1,12. Ils avaient prévu plusieurs analyses en sous-groupe, selon le statut T, le statut N et selon le traitement reçu par Capox ou Folfox. Donc là vous avez le tableau avec les 6 essais prospectifs de phase 3. Donc globalement c'était des patients de 65 ans avec un excellent état général, puisque la plupart étaient ECOG 0, 80%. Il y avait quand même des différences un peu entre les études, puisqu'on voit que quand on s'intéresse à la proportion de patients T4, ça variait de 12 à 30%. Pareil pour le statut N2, ça variait de 25 à 32%, un peu moins. Et pareil, le choix de la chimiothérapie par Capox et Folfox dépendait vraiment du pays, puisqu'aux États-Unis, tous les patients recevaient du Folfox, et au Japon, par exemple, 75% des patients recevaient du Capox. Il y a juste, dans l'étude Scott, il y avait des patients qui étaient inclus, qui étaient stade 2, ou d'autres patients qui avaient un cancer du rectum, mais ils n'ont pas été inclus dans cette analyse globale. Donc, le critère de jugement principal, c'était le taux de survie sans récidive à 3 ans. Donc, on voit que les courbes se chevauchent, sont très proches, et qu'on obtenait une DFS à 3 ans de 74,6% si on avait 3 mois de chimiothérapie, et 75,5% si on faisait 6 mois de chimiothérapie adjuvante. Mais le hazard ratio de 1,07, l'intervalle de confiance comprenait 1,12, donc on n'a pas réussi à démontrer la non-infériorité de 3 mois par rapport à 6 mois sur le critère de jugement principal dans la population globale de l'étude. Quand on regarde les analyses en sous-groupe, donc on voit qu'il y a 2 groupes pour lesquels notre intervalle de confiance de l'hazard ratio ne comprend pas 1,12. C'est les patients qui ont reçu du Capox. Donc tous les patients qui ont reçu du Capox, tous stades confondus, on prouve qu'il y a une non-infériorité de 3 mois de chimiothérapie par rapport à 6 mois. Et chez les patients avec un niveau bas risque parmi les stades 3, donc qui correspondent aux patients T1, T2, T3 ou N1, on est à la limite avec un intervalle de confiance de 0,9 à 1,12, donc juste à la limite de notre borne de non-infériorité. On a 3 groupes par contre pour lesquels on voit que l'hazard ratio est strictement supérieur à 1 et pour lesquels on a l'impression que les 3 mois fait moins bien que 6 mois. Et donc chez ces patients, il faudrait continuer de faire 6 mois de traitement adjuvant. C'est les patients qui reçoivent du Folfox, tous stades confondus, les patients avec un statut T4 ou les patients avec un haut niveau de risque parmi les T3, donc qui sont T4 ou N2. Et on voit qu'on a l'impression que le statut T4 est peut-être plus important que le statut N2 pour le choix de notre durée de traitement, puisque dans le statut N2, on n'a pas cette supériorité des 6 mois par rapport aux 3 mois. Concernant les effets indésirables de grade supérieur ou égal à 2, comme on s'y attend, on en a moins quand on fait 3 mois de traitement par rapport à 6 mois de traitement. Donc si on prend tous les effets indésirables confondus de grade supérieur ou égal à 2, on passe de 90% quand on fait 6 mois de chimiothérapie à 70% quand on fait 3 mois. Et surtout ce qui nous intéresse, donc la neuropathie, on passait de 45% de neuropathie de grade supérieur ou égal à 2 si on faisait 6 mois de chimiothérapie à 15% en faisant 3 mois. Donc en divisant la durée de chimiothérapie par 2, on arrive à diviser par 3 le nombre de neuropathies de grade supérieur ou égal à 2. Il y avait aussi une diminution significative du nombre de diarrhées, de neutropénie, de thrombopénie, de nausées et vomissements, de syndrome main-pied, de mucite et de fatigue. Donc ça c'est le tableau qui était dans l'étude, qui résume à peu près tous les résultats importants de l'étude. En vert, vous avez les sous-groupes dans lesquels on a prouvé la non-infériorité. En rouge, vous avez le sous-groupe dans lequel on a prouvé la supériorité de 6 mois par rapport à 3 mois. Et en jaune, vous avez les sous-groupes pour lesquels on n'a rien pu prouver statistiquement. Donc on retrouve que chez les patients à bas risque, T1, T2, T3 ou N1, qui représentent quand même 60% des stades 3, on a prouvé la non-infériorité de 3 mois de Capox par rapport à 6 mois de Capox. Et chez les patients à haut risque, donc qui représentent 40% des patients, on a montré que si on utilisait du Folfox, 6 mois faisait mieux que 3 mois. Et donc chez ces patients, il faut absolument continuer le traitement et l'attitude actuelle. Alors, donc, en conclusion, la non-infériorité de 3 mois de traitement par rapport à 6 mois, elle n'a pas été démontrée sur la population globale de l'étude chez les patients avec un cancer du côlon stade 3. Mais il faut nuancer cette absence de significativité par le fait que la survie sans récidive à 3 ans, la différence elle est que de 1%, donc ce qui signifie qu'il faut traiter 100 patients de plus pendant 3 mois pour éviter une récidive. Donc il faut voir la pertinence clinique. Mais elle nous apporte quand même des données majeures, que le fait de réduire la chimiothérapie par 2, ça permet une réduction majeure de la fréquence et de l'intensité des effets indésirables, surtout de la neurotoxicité, qu'on va absolument éviter chez ces patients qui vont avoir une survie prolongée. On a mis en évidence qu'il ne fallait pas traiter tous les stades 3 de la même manière et qu'au sein des stades 3, on avait 2 sous-groupes avec des risques différents et qu'il faut prendre en compte de manière différente.
L'étude n'était pas du tout faite pour ça. On a découvert qu'il y avait peut-être une possible différence d'efficacité entre Capox et Folfox. On peut absolument rien conclure parce qu'il n'y avait pas de randomisation entre Capox et Folfox et que c'était pas du tout prévu, mais c'est peut-être à creuser. Et on a quand même un impact clinique et économique important puisque chez ces 60% de patients qui sont à bas risque parmi les stades 3, on pourrait faire 3 mois de Capox et plus 6 mois et ne pas poser de PAC. Donc c'est des patients aussi qui viendraient moins en hôpital de jour. Donc les résultats qui sont différents selon le groupe Folfox et le groupe Capox, on pourrait penser que c'est peut-être les doses différentes d'oxaliplatine. Dans le groupe Capox, on a 130 mg par mètre carré toutes les 3 semaines, alors que dans le groupe Folfox, on a 85 mg par mètre carré toutes les 2 semaines, ou alors que la différence de délivrance de la fluoropyrimidine pourrait avoir un effet sur la rapidité d'efficacité. Donc avec, je vous rappelle, pour le Capox, c'est une administration biquotidienne 2 semaines sur 3, donc quasiment en continu, alors que pour le Folfox, c'est 46 heures toutes les 2 semaines. Donc IDEA, ça suggère qu'il faut choisir la durée du traitement adjuvant en réfléchissant sur la chimiothérapie qu'on veut donner aux patients, entre Capox ou Folfox, et surtout réfléchir en fonction du niveau de risque parmi les stades T3. Est-ce que j'ai un patient qui est en bas niveau de risque ou en haut niveau de risque? Si j'ai un patient qui est en bas niveau de risque, alors on sait que le Capox 3 mois maintenant fait aussi bien que 6 mois, et on peut légitimement utiliser le Capox 3 mois et éviter la pose de PAC à ces patients. Chez les patients à haut risque, par contre, on n'a pas réussi à démontrer. On a démontré que même pour les patients qui reçoivent du Folfox, 3 mois est inférieur à 6 mois. Donc il faut absolument poursuivre le schéma habituel Folfox ou Capox pendant 6 mois. Donc ce qu'on pouvait un peu discuter, c'est que l'analyse en sous-groupe selon le niveau de risque, en regroupant les T1, T2, T3 avec les N1, n'était pas prévue. Ils avaient fait plusieurs sous-groupes, donc là il y a une significativité, mais ce n'était pas prévu à la base, qu'ils n'ont pas forcément ajusté pour analyse multiple. Il y avait une médiane de durée de suivi qui était différente selon les études et le schéma préférentiel qui variait aussi en fonction des études. Donc on a un poids différent des différents essais dans l'analyse finale. Il n'y avait pas de standardisation du suivi. Et on peut aussi se poser la question de l'interpolation des résultats. Est-ce que les résultats de l'absence de récidive à 3 ans vont se traduire sur la survie globale? Donc on aura les résultats de la survie globale en 2019. Mais l'étude Mosaïque a montré que la survie sans récidive à 3 ans était un bon marqueur prédictif de ce qu'on retrouvera sur la survie globale. Donc cet essai a conduit à une modification des recommandations du TNCD, avec ce tableau que vous pouvez retrouver sur Internet, avec chez les patients à faible risque, on peut faire 3 mois de Capox. Et chez les patients à haut risque, par contre, surtout si on fait du Folfox, il faut absolument faire 6 mois qui sont nécessaires. Voilà, merci de votre attention. Et juste une toute petite mise à jour que depuis avril, je vous rappelle que la NSM recommande de chercher un déficit en DPD chez tous les patients avant de recevoir la capecitabine ou du 5FU, en priorité s'ils sont à risque élevé de toxicité, mais globalement chez tous les patients, à part si le traitement est urgent. Voilà. Beaucoup de beaux tableaux quand même. Tu les as fait à chaque fois? Joli travail. Ouais. Peut-être le micro comme tu veux. Non, je parle fort, c'est bon. Vous avez des questions? Et après, moi, je peux compléter. Moi, je m'en suis noté quelques-unes. Je vais peut-être être un peu chiant sur les bords, tu me diras. Ouais. La première, c'était... Moi, je connais pas trop la littérature là-dessus, mais est-ce qu'il y a déjà un essai qui a fait de manière formelle une comparaison Capox-Folfox? Non. C'est pour ça, il n'y a jamais eu aucune étude. En fait, ce qui est marrant, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui avait été fait avant. Il n'y a jamais aucune étude qui a comparé Capox à Folfox. Donc, on ne pouvait pas savoir a priori qu'il y aurait une différence de traitement. Tout ce qu'on savait, c'est que les pays ne traitaient pas de la même manière et que les Anglais, qui sont très à cheval sur les sous, font du Capox plutôt que du Folfox, parce que c'est 8 perfs d'hôpital de jour versus 12. L'autre chose, c'est que, je crois que c'est l'étude, c'est 98 ou un truc comme ça, mais avant, on faisait du 5FU pendant 1 an. Et l'étude qui a dit on fait que 6 mois de 5FU avant Mosaïque, avant l'étude qui a fait 5FU versus Folfox, l'étude qui a dit le standard c'est 6 mois de 5FU, c'est une étude de supériorité de 12 mois sur 6 mois qui était négative, et donc on a dit bon, bah, on va faire 6 mois. Donc il y a 20 ans, on était un peu moins chiant sur les seuils de non-infériorité. L'autre chose, c'était pour le groupe donc Folfox en durée maximale. Combien de personnes ont effectivement reçu l'oxalie jusqu'au bout? Parce que dans la pratique, on voit même que dès la 9e, ça devient quand même critique.
C'est 80, je crois que c'est 80% le chiffre. Ah, ouais. En gros, on arrête à la 9e on arrête à la 9e ou à la 10e et on aurait pu se poser la question de faire un essai où on faisait 6 mois de 5FU et 3 ou 6 mois d'oxaliplatine en association. Finalement, c'est peut-être plus l'oxaliplatine, plus le 5FU que l'oxali qui jouerait dans ce gain de bénéfice, parce que finalement, on perd éventuellement 3 injections d'oxali. On ne sait pas. En pratique, alors, je vais dire les choses autrement. Il y a l'étude Scott, donc pour rappel, c'est une étude poolée en fait. Il y a plein de petites études qui s'étaient mises en place. On a dit bon, on va en profiter pour faire 3 mois versus 6 mois. Donc c'est une collaboration internationale qui s'est mise en place sur différentes études. L'étude Scott qui a été publiée indépendamment dans le Lancet Oncol en même temps. Elle a pris tous les patients avec un cancer colorectal, donc côlon ou rectum, même les rectums qui ont eu des néoadjuvants, et stade 2 ou stade 3. Et qui montre que 3 mois égale 6 mois en faisant du 80% du capox. Donc les Anglais disent un cancer stade 2 colorectal, stade 2 ou stade 3, on fait 3 mois de capox. Point. Donc, en pratique, on ne sait pas quelle est. Enfin, si, on sait que 3 mois, donc est-ce qu'il faut continuer l'oxaliplatine au-delà de 3 mois ou pas, ça on ne sait pas. Je pense que la seule bonne réponse c'est que si on décide de faire 6 mois de chimiothérapie, il faut à tout prix arrêter l'oxaliplatine si le patient commence à avoir de la neuropathie. C'est bon, il a eu 3 mois d'oxali, on ne va pas chercher à pousser et que le patient se retrouve totalement neuropathe après 12. Voilà. L'objectif globalement vis-à-vis de la durée d'oxaliplatine, c'est s'arrêter tôt parce que ça ne sert à rien de poursuivre trop longtemps. J'ai une question, du coup. On émet des recommandations sur des résultats statistiquement significatifs, mais avec un résultat de critère de jugement principal négatif. Ouais. Sur quelque chose qui n'est pas du tout designé pour ça. Et c'est le problème. Sur le plan strictement méthodologique, je suis d'accord. Sauf que, alors oui et non. Oui, je suis d'accord, le problème c'est qu'on ne pourra jamais faire d'autres études, que les Anglais ils sont tellement convaincus que leur étude est positive qu'ils ont arrêté le suivi. Donc on n'aura aucune autre donnée de PFS, la seule chose qu'on aura c'est la survie globale parce que les patients seront morts et que ça on a les registres. Mais l'étude Scott, voilà, elle est morte, donc on n'aura pas de meilleures données de PFS ou pas beaucoup de meilleures données de PFS que ça. Après, soit on considère que cette étude n'est pas suffisamment positive et ça s'entend, soit on dit bah, on a cette étude qui est... il faut arrêter de pinailler sur des statistiques et voilà, et on prend l'étude Scott dont le critère de jugement principal est significatif pour tous les cancers colorectaux de stade 2 ou 3. Et on fait du capox 3 mois pour tous. Et ce qui est démarrant, c'est que dans l'analyse en sous-groupe de Scott, je regardais ça là tout à l'heure, elle n'est pas significative. Capox n'est pas non inférieur. Capox 3 mois n'est pas non inférieur à capox 6 mois pour les hauts risques, mais il y a exactement le même nombre d'événements, genre c'est 300 sur 2000, il y a exactement le même nombre d'événements. Mais la différence l'intervalle de confiance comprend 1, je sais plus combien c'était, 1,15 ou 1,12 selon leur truc. Après, voilà. C'est 4 injections au lieu de 12, sachant qu'il y a même des cliniques qui font du folfoxocate, donc elles font venir 2 fois les patients en chimio, pour le J1 et pour le J2, donc ça fait 4 injections au lieu de 24. Et ça change tout. C'est une question médico-économique. Mais moi, fondamentalement, je trouve que imposer 3 mois de... une chambre implantable, 3 mois de chimio en plus pour le patient, parce que l'un des arguments, je ne sais plus qui est-ce qui avait dit ça à l'ASCO, l'un des arguments, il est où l'intervalle de confiance de différence de DFS à 3 ans qui est de 0,9%, je me souviens plus si tu l'as mis, c'est genre moins 1 plus 2. Donc ça veut dire que, en fait, si ça se trouve, en faisant 3 mois, on fait 1% de mieux ou on fait 2% de moins bien. Enfin, voilà, bon, peu importe. À la limite, ça tombe bien, comme ça on peut récupérer l'argent pour faire un droit de monde. Exactement.
Après, voilà, je pense que le message important de l'étude, si on reprend, parce que là, tu as tout bien présenté, et ça, il y a aucun... Il y a deux choses qu'on ne savait pas, c'était la différence entre Capox et Folfox. Il y a une autre chose qu'on ne savait pas, c'était les niveaux de risque. On n'avait jamais pensé à stratifier sur des niveaux de risque parce qu'on n'avait jamais vu les choses. Et en fait, c'est quand même pas débile, parce qu'il y a 20% de différence de DFS à 3 ans entre les deux groupes. C'est 80% versus 60%. Donc il y a ça... Et là, pour le coup, c'est vraiment deux populations différentes, quoi. Ouais. 80%, vous voyez les deux colonnes bleu-jaune, l'avant-dernière et la dernière, low risk, high risk, il y a 20% de différence de DFS à 3 ans entre ces deux groupes-là. Donc les stades 3, il y a vraiment des patients qui sont complètement différents. Et les T4B N0, donc les stades 2 à haut risque, ont un moins bon pronostic que les low risk à stade 3. Je pense que ça, c'est des données qui sont importantes quand on voit un patient consulte et qu'on décide du traitement, de ne pas faire de chimio adjuvante à un stade 2 à haut risque T4 et imposer 6 mois de Folfox à un T3 N1. Peut-être. Bon, super. Donc moi, je vais vous présenter un article qui parle pas, c'est pas une phase 3, ça parle pas d'un cancer de manière précise. Mais c'est plutôt un article sur un peu une réflexion sur la chimiothérapie de manière un peu fondamentale. C'est un article qui est paru dans le journal Cell en 2017. Donc en fait, cet article, il reprend un petit peu surtout des questions sur combinaison de chimiothérapie versus monothérapie. Donc en fait, au niveau des tumeurs, vous le savez, il y a une hétérogénéité et donc des profils de résistance différents selon les patients et selon les tumeurs. C'est pourquoi la réponse au traitement, elle est très difficilement prévisible, malgré que maintenant on a beaucoup de biomarqueurs qui nous permettent de faire des thérapies plus ciblées. Et donc pour majorer la sensibilité des traitements, on a fait beaucoup de combinaisons de traitements, de plus en plus par exemple, maintenant on fait même immunothérapie, chimiothérapie, en disant il y a une synergie, il y a quelque chose d'additif. Par exemple, bon, là j'ai mis un exemple plus ancien, dans le mélanome, les anti-BRAF avec les anti-MEC, mais finalement il y a peu de tests qui ont été faits pour savoir s'il y avait véritablement une interaction entre ces molécules, est-ce qu'il y a véritablement une synergie ou pas. Donc c'est ce à quoi s'est intéressée cette étude. Donc je vous remets un petit schéma pour mieux comprendre. Donc un traitement A plus un traitement B nous donne une réponse. Dans la réflexion un peu commune, on se dit il peut y avoir une synergie, c'est-à-dire au niveau de la cellule, les deux molécules agissent ensemble pour faire une réponse. Et eux se sont dit pourquoi pas une réponse individuelle selon la sensibilité des patients, c'est-à-dire qu'on peut avoir sur les deux traitements finalement une grande efficacité du traitement A mais pas tellement du traitement B, ou inversement, ou une efficacité un petit peu des deux. Donc l'objectif de cette étude, c'était d'évaluer la différence d'efficacité dans l'interaction de deux molécules ensemble. Est-ce qu'il y a une synergie ou est-ce que chaque molécule indépendamment marche bien chez le patient? Qu'ils ont repris en fait sur 3 axes que je vais remettre plus dans un contexte plus facile à comprendre. C'est en gros les études cliniques existantes qui comparaient des bithérapies à des monothérapies, donc des études dans le passé qu'ils ont analysées, des xénogreffes de tumeurs, je vais vous expliquer après plus en détail, donc des choses plutôt présentes, et ensuite ils ont essayé de créer des modèles de tumeurs avec toutes ces données en essayant de voir dans le futur comment est-ce qu'on pourrait mettre tout ça en pratique. Donc pour vous donner un exemple pratique, dans l'analyse des études qui existaient déjà, ils ont pris par exemple dans le mélanome métastatique une étude de 2015 qui comparait ipilimumab, nivolumab et la combinaison des deux. Vous voyez déjà dans la courbe en dessous que la combinaison, c'est-à-dire la courbe bleue, fait mieux que les deux molécules ensemble. Mais eux, ils se sont dit, on va essayer d'analyser ça autrement. Donc en fait, ils ont repris les deux courbes de chaque monothérapie, donc la courbe des patients qui étaient juste sous nivolumab, la courbe des patients qui étaient juste sous ipilimumab, et ils ont attribué au hasard, en fait, ils ont pris, par exemple, un patient, on va lui donner une très bonne réponse au nivolumab, mais une réponse moyenne à l'ipilimumab. Ils ont fait tout ça au hasard, en faisant une espèce de randomisation. Donc c'est ce qu'on voit là dans la deuxième, ils ont pris tout, ils ont mélangé, et ils ont pris pour le patient la meilleure réponse des deux. Donc celui qui avait une très bonne réponse au nivolumab, mais une réponse plus faible à l'ipilimumab, ils ont pris sa très bonne réponse. Et ils ont remis tout ça dans l'ordre, et en fait on se rend compte qu'on tombe sur une courbe qui est exactement la même que la courbe bleue. Je ne sais pas si vous voyez en bas à droite, mais en gros, on avait rose, vert, bleu, la combinaison des deux, et la courbe noire, c'est la courbe que eux ont fait
en superposant en fait au hasard juste une très bonne sensibilité à une des deux molécules par hétérogénéité du phénotype du patient et de son génotype. Donc ils ont essayé de mettre ça en application avec des statistiques. Bon, après c'est des choses un peu statistiques compliquées, mais en gros ils ont essayé de voir quelle est l'interaction entre les deux molécules, et ça, il y a une notion statistique qui s'appelle le facteur de corrélation. Et donc en fait, par des calculs un peu savants, ils ont vu qu'en fait, quand il y a un facteur de corrélation qui est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux molécules, donc les deux agissent indépendamment avec un maximum d'efficacité. Par contre, quand le coefficient de corrélation est égal à 1, les deux molécules interagissent ensemble, et donc elles peuvent soit être synergiques, soit un peu s'inhiber et empêcher l'autre d'avoir sa meilleure action. Donc là, en faisant tous des calculs, par exemple pour niveau ipilimumab, ils trouvaient un facteur de corrélation qui était égal à environ 0,25. Donc ça nous fait dire que les deux ont l'air de, indépendamment, quand même pas mal marcher ensemble sans qu'il y ait forcément de synergie. Pour appliquer ça, après, comme je vous disais, les xénogreffes, donc en fait, ils ont pris des tumeurs de patients, de 6 types de tumeurs très fréquentes, sein, mélanome, estomac, etc. Et ils les ont greffés à des souris. Et en fait, sur ces souris, ils ont essayé plein de traitements, plein de combinaisons. Ils en ont essayé plus de 400 traitements, soit des monothérapies, soit des combinaisons. Et ils se sont déjà rendus compte, là c'est un petit schéma en bas, c'est juste pour les généralités sur cette étude-là, ils se sont rendus compte que seulement 49% des tumeurs répondaient au traitement de première ligne identifié basique pour tout le monde. Mais si après ils essayaient d'autres traitements, il y en avait de nouveau beaucoup plus qui répondaient. Tout ça pour vous dire juste que de base, le traitement qui marche pour tout le monde n'a pas l'air d'être efficace, en tout cas sur toutes les souris. Donc ça nous amène vers la médecine personnalisée, ce dont on parle beaucoup. Tout ça, c'est encore beaucoup de statistiques, mais c'est pour vous dire qu'en gros, chez ces souris, dans toutes les tumeurs, quand ils ont essayé plein de combinaisons et plein de choses en monothérapie, ils ont eu la même impression que dans les études cliniques, c'est-à-dire que la meilleure monothérapie faisait aussi bien finalement que la plupart des combinaisons qu'on a l'air de connaître. C'est-à-dire que d'après eux, il n'y a pas l'air d'avoir tellement de synergie que ça entre les deux. Et ce qui est assez intéressant dans ce qu'on voit dans la figure du haut, c'est qu'ils ont essayé de voir la corrélation selon les associations qu'on fait. On se dit que si on met deux molécules de chimio qui agissent sur la même fonction, par exemple sur l'ADN, elles vont mieux marcher ensemble, ou si on met une thérapie ciblée et une chimio, elles ne vont pas forcément moins bien marcher ensemble. Et donc on voit en effet que quand on agit sur la même cible, le facteur de corrélation est plus important parce qu'elles ont l'air d'interagir ensemble. Mais par contre, une chimio avec une thérapie ciblée, elles n'ont pas l'air d'interagir tellement ensemble. Donc je vous donne, ça c'est dans les xénogreffes un peu, ils ont fait en gros la même chose. Là je vous donne un contre-exemple par rapport à celui de tout à l'heure. Donc on a dans le mélanome ribociclib versus le binimétinib qui est un anti-MEK. Et là par contre quand ils ont fait l'association, ils se sont rendus compte qu'en fait c'était pas du tout aussi bien que la combinaison en faisant leur analyse statistique. Donc là il y a vraiment une synergie entre les deux. C'est-à-dire que la courbe bleue fait bien mieux que la courbe noire qui est censée être la meilleure réponse de chaque monothérapie. Donc voilà, tout ça, en tout cas au niveau des xénogreffes, quand ils prennent leurs résultats, seulement 5% de tout ce qu'ils ont testé montrait une synergie. Donc finalement, c'est pas beaucoup du tout par rapport à ce qu'on pourrait penser. On se dit toujours combinaison et ils agissent ensemble. Finalement, ça tend à nous faire penser que d'avoir une monothérapie personnalisée pour nous qui marche très bien peut faire bien dans 95% des cas. Et donc, les molécules interagissent entre elles uniquement quand il y a une forte corrélation et pas parce que les deux ont l'air d'agir ensemble forcément. Et cette corrélation n'entraîne pas forcément de bénéfices cliniques, elles peuvent parfois s'inhiber un petit peu. Tout ça, c'est ce que je vous ai déjà dit. Et donc ensuite, avec tout ça, ils se sont dit on va analyser toutes les études qui ont comparé mono-bithérapie, donc encore une fois dans plein de cancers. Tout ça, ça reprend un peu la même stratégie que ce que je viens de vous présenter. Je voulais juste vous donner 2-3 exemples pour que ce soit un peu plus dans la pratique. Par exemple, dans le cancer de l'ovaire, en récidive platine sensible, carbotaxol et olaparib, aucune synergie. Pareil pour dans le cancer du sein HER2+, chimiothérapie trastuzumab, aucune synergie. Et pareil dans le cancer du pancréas avancé, Gemza et erlotinib, pas de synergie. Par contre, à l'inverse, ils en ont quand même trouvé, quand ils ont analysé les études cliniques anciennes, dans un tiers des cas à peu près. Dans le cancer du pancréas 5-FU, oxaliplatine, grosse synergie. Cancer de l'ovaire ou colorectal, chimiothérapie plus bevacizumab.
et dans l'oligodendroglio, j'aurais pas dû le mettre, c'est trop dur à dire, chimiothérapie et radiothérapie étaient très synergiques. Donc voilà, en gros, ils ont pris toutes les études passées, ils ont pris les xénogreffes, ils se sont dit, mais ça, c'est des résultats intéressants, est-ce qu'on pourrait modéliser ça pour essayer dans le futur de prévoir le meilleur traitement précis pour une personne. Donc en fait, ils ont carrément fait un modèle informatisé, en fait, des modélisations de tumeurs in silico, où en fait, ils ont pris telle tumeur pour laquelle ils ont dit, elle va être très sensible à telle chimio, elle va pas du tout être sensible, et ils ont fait plein de modélisations informatiques. Bon, c'est des trucs un peu compliqués, mais en gros, pour simplifier, ils ont fait plein de modèles en essayant de comparer ce qu'on a dans la vraie vie. Donc par exemple, la courbe du haut, ils ont comparé plusieurs combinaisons ensemble, plus ou moins avec des molécules qui interagissent plus ou moins entre elles. Donc vous voyez, plus la courbe monte, plus la courbe est bleue, plus les molécules sont indépendantes et donc agissent très fortes, chacune en monothérapie. Donc moins il y a de cross-résistance, donc d'interaction, plus la combinaison est efficace. Et en dessous, ils ont pris des molécules connues pour être synergiques ensemble et ils ont doublé la dose. C'est-à-dire que quand on a deux molécules synergiques, si on les fait encore à double dose, ça va encore mieux marcher. Et en fait, ils ont croisé ces deux courbes et ils se sont rendus compte qu'en fait, en ayant la meilleure combinaison pour un patient de 2 monothérapies qui agissent super bien entre elles, comparé avec une synergie à 3 fois la dose habituelle, on arrive à la même chose. Ça veut dire qu'en gros, il faudrait des doses très toxiques d'une synergie qu'on connaît pour faire aussi bien qu'une monothérapie qui serait parfaite pour un patient. Tout ça, c'est bien sûr théorique. Donc du coup, ils ont après, ça c'est des petits détails de l'étude, mais ils ont essayé de faire plein de choses en disant si on met que 1,5 fois la dose, mais qu'en même temps on met une autre qui agirait bien. Enfin bref, ils ont fait un peu des trucs ensemble. Et par exemple, pour vous donner un exemple concret aussi, là ici, ils se sont dit on va essayer, pourquoi pas 2 molécules synergiques ensemble, et en plus en rajouter une autre qui, elle, pourrait rajouter sa monothérapie qui marche bien. Et par exemple, dans le cancer du sein HER2+, c'est le cas dans le docétaxel plus trastuzumab, pertuzumab, l'étude Cléopatra. Voilà, ça fait beaucoup de choses statistiques, mais en gros, tout ça pour vous dire, dans la discussion, qu'il y a une variabilité énorme entre les patients et que c'est très difficile de prédire la réponse. Donc en fait, on s'est un peu basé sur des combinaisons en se disant, en combinaison, ça marchera mieux et pourquoi pas qu'il y ait une synergie, mais finalement, on a l'impression, via cette étude, que la synergie est pas en fait du tout systématique dans toutes les études. Et qu'on pourrait peut-être même imaginer faire des administrations séquentielles, pourquoi pas faire un traitement puis l'autre, et que le patient bénéficie de la meilleure monothérapie pour lui à chaque fois. Ils ont fait une méta-analyse dans le cancer du sein, où ils ont essayé de faire séquentiel au lieu de tout d'un coup, et ça avait été montré qu'en faisant des combinaisons, la réponse était plus forte, mais qu'en survie globale, de faire séquentiel ou de faire tout ensemble, c'était similaire. Ça tend à venir dans ces résultats-là. Donc après, il y a des questions importantes qui sont soulevées que vous avez peut-être déjà en tête, c'est qu'en effet, si on fait que des monothérapies, les tumeurs auraient peut-être tendance à développer des résistances plus fortes, et que si on fait des monothérapies à forte dose ou des combinaisons à plus forte dose, la question de la toxicité reste quand même importante. Donc voilà, toutes ces recherches, après, elles ont des limites. Ça a été fait que dans des études bien précises où il fallait que ce soit les mêmes doses, en combinaison, en monothérapie, que chez certains patients. Il y a aussi d'autres questions de la pharmacocinétique, etc., qu'on ne peut pas interpréter dans ces résultats-là. Mais voilà, ça pourrait avoir une implication en pratique. Il y a des études qui sont en cours pour essayer d'avoir justement cette médecine très très personnalisée, où il y a déjà des micro-injections de traitement dans les tumeurs pour essayer de voir leur sensibilité. Des xénogreffes, ça commence à se faire un petit peu. Donc voilà, en conclusion, c'est une étude statistiquement un peu compliquée, mais tout ça pour dire qu'ils ont essayé de voir une nouvelle vision des combinaisons de traitement. C'était pas du tout une critique de dire qu'il n'y a pas de synergie, mais c'est peut-être une porte ouverte pour dire qu'on pourrait faire d'autres manières de traiter les patients avec les molécules qu'on connaît déjà, des traitements séquentiels, voilà, à l'ère de la médecine personnalisée, trouver de nouvelles synergies véritables, ou bien trouver des actions indépendantes selon la sensibilité propre de chaque patient. Voilà, merci. Des questions statistiques. Ils ont vu des différences de synergie, comme tu le dis, entre chimio plus chimio, chimio plus thérapie ciblée ou chimio plus immuno. Est-ce qu'il y a justement combinaison de chimio qui donne plus de synergie que combiné avec autre chose, ou est-ce que oui, alors attends, il y a une figure comme ça. Attends, je te la retrouve. Voilà, c'est là.
c'est en haut. En gros, de manière générale, dans tous les traitements, il y avait une interaction qui était pas trop élevée, mais alors, on voit pas bien, c'est en jaune, mais quand c'est deux chimios qui visent la même cible, il y a l'air d'avoir plus d'interaction et donc du coup peut-être parfois plus de synergie. Mais par contre, chimio et thérapie ciblée, pas tellement. C'est ce qu'ils ont l'air de dire. Mais deux chimios qui agissent sur le même, ça a l'air de tendre à ça, mais sans le prouver. Dans des études cliniques existantes, ça ressort pas forcément. Et on va parler d'immuno pour rebondir avec la Ils ont donné quelques exemples d'indépendance pas mal. Là, c'est ce que je te mettais, niveau hippie, là, comme ça. Mais sinon... le chimio plus... Après, ils ont fait vraiment un truc global sans cibler une sous-classe. Mais... Parce que c'est la grande mode de donner du rationnel sur des choses ouais. qu'on n'a jamais Ça fait. pourrait être intéressant, justement, avec les nouvelles études chimiothérapie plus immunothérapie. Ouais, on dit tout de suite synergie parce qu'on se dit que ça va encore mieux marcher, mais est-ce que ça serait pas l'un qui marche très bien, puis ensuite l'immunothérapie qui a parfois, au début... on disait moins de réponses au début et puis ensuite qui vient, est-ce que ça serait pas finalement l'un puis l'autre juste en sous-jacent en fait sans le voir. Faudrait étudier ça. Mais, ouais. Justement, là, dans le cadre de certaines études, ils sont en train d'implémenter avec des modèles mathématiques pour essayer d'évaluer un petit peu quelle est la corrélation entre les traitements et dans les cadres des associations. Et cette question se pose vraiment justement comme on peut voir avec l'article que Raphaël a présenté. Après, c'est très dépendant du type de cancer de l'organe et de l'évolution de l'organe. Dans le cancer du poumon, typiquement, le pronostic est quand même assez effroyable. On n'est pas du tout dans la même situation que le cancer du sein ou le cancer de la prostate, où à l'heure actuelle, on a tendance à associer des traitements, mais on a le temps de faire des séquences de traitements. Et donc cette évaluation justement de l'interaction des différents traitements prend vraiment tout son sens dans cette situation-là, dans laquelle il est difficile. C'est vachement bien. Je suis hyper impressionné, je trouve que ça met pas mal de choses en question. Je trouve que, alors il y a deux choses. Première remarque, ça veut dire quand même que le rationnel préclinique de la majorité des études en onco, c'est du pipeau total. Je pense qu'il faut Ils nous ont vendu leur truc. Je trouve que l'exemple de l'ovaire avec les inhibiteurs de PARP, c'est typique, surtout que quand on était il n'y a pas très longtemps à terme, on disait ouais c'est vachement bien les platines avec les inhibiteurs de PARP, létalité synthétique à la con, puisqu'en fait on se rend compte que les inhibiteurs de PARP, il faut les débuter 2 mois après la fin du platine, donc au final synergie, il n'y en a pas, en vrai je pense, et c'est prouvé par ton étude, donc c'est assez intéressant sur le picotage total de certaines études précliniques. L'autre chose, c'était sur ce que tu disais là, à la fin, sur le fait de trouver un moyen de savoir à quelle molécule la tumeur du patient sera sensible. Il y avait, alors je ne sais pas ce que c'est devenu ce truc, mais il y avait une machine, je me souviens, un Beaujon, qui faisait de l'ex vivo, qui prenait la tumeur du patient, au moment où il était opéré, il le découpait en milliards de petits morceaux, il le mettait dans une machine dans un milieu de survie. Il balançait plein de types de chimio dans tous ces petits bouts et il voyait quelle était la molécule. C'est un peu la même chose. Ouais, ouais, ça. Chimiogramme. C'est négatif. C'est négatif. Oui, il continuait pas dans certains endroits, mais sur les thérapies standards, il faisait aussi des niveaux de dose. On se base là-dessus, ça n'a pas été très intéressant. Ouais, c'est vrai que j'avais lu un article là-dessus qui expliquait pourquoi on n'utilisait pas le chimiogramme en pratique. C'est comme il disait, je crois qu'il y a moins de 15% de prise pour l'ensemble des greffes prises, et ensuite c'est assez décevant parce que dans la plupart des cas, je crois que dans 60% des cas, la tumeur est résistante à la drogue, donc ça apporte pas d'information, et quand elle est sensible, elle est souvent sensible au protocole standard. En fait, le gain d'information, il avait évalué, je crois, 5% des patients, et il met aussi en évidence que le temps que la machine rende le résultat, on ne fait rien sur le patient. Et donc ça restait de l'expérimental. Alors après, bien sûr, l'évolution elle viendra sur les modèles un peu plus performants, dont j'ai encore oublié le nom, avec des... Parce que là, c'est sur des boîtes de pétri, il y a peu d'interaction, il n'y a pas du tout le côté militaire. Il n'y a pas de système humain pour l'immunothérapie. Toutes les études d'immunothérapie chez la souris, c'est assez idiot. C'est vrai que c'est pas mal de côté vraiment in silico, comme tu dis, c'est vraiment... Trouver des choses avec pas de données, juste un ordinateur. Voilà, juste avec l'étude. Ouais. Et oui, on n'en est pas encore là. Bon, c'est les stats, je pense. Oui, il va falloir bosser ça. Et juste une question, là c'était vraiment la synergie, c'est-à-dire que
quand on avait des molécules additives, on avait 0, mais elles restaient additives, c'est ça? Je comprends pas ce que tu veux dire par C'est-à-dire additive. que là, c'est synergique, c'est quand les deux ensemble étaient mieux que l'une après l'autre. Mhm. C'est bien ça. Mais on peut se dire, quand on est dans une situation où on veut taper fort et vite, on ne cherche peut-être pas la synergie, mais C'est ça exactement, Ça, bah, c'est ce qu'on disait, selon les cancers, après, ouais. il y en a pour lesquels on a le temps de faire l'un puis l'autre en se disant, lui mettre la combinaison pour lui apporter plus de toxicité, finalement faire en séquentiel, ça serait mieux. Et dans certains cancers rapidement progressifs, on met tout de suite 2, voire 3, voire plus maintenant, molécules, pour avoir un maximum d'efficacité, même si, ça se trouve, parmi celles-là, il n'y en a qu'une qui fait son efficacité au début. On sur la drogue qui marche. Et c'est peut-être ça l'inversion des courbes dans le poumon. Il y a, je pense, Oui, c'est il y ça. avait l'histoire des le hyperprogresseurs, temps de mais il y a aussi peut-être que l'immunothérapie. le bras contrôle de l'immunothérapie, c'était pas placebo, c'était chimio. Mm. Donc l'inversion des courbes, c'est aussi que c'était des patients qui. Il y a le premier patient qui chute là avec l'immunothérapie, Mhm. c'est les patients qui n'ont pas le médicament qu'il leur faut. Il est Parce que rattrapé par la chimiothérapie chimie. Ouais. marche peut-être chez plus de patients que l'immunothérapie et que du coup au début ça s'inverse. Donc Ça peut- là c'est un exemple parfait Ouais, d'additivité Mhm. sans interaction. c'est ça. Très bien. Merci. Gaffe, avant. C'est ça. Merci encore Johanna et Aurélien. Merci d'être resté jusqu'au bout, il est déjà presque 22h. Merci Romain. Je vais refaire dans l'ordre. Hein. Merci Romain, merci Cécile, merci Pernel et Raphaël. Donc pour les grandes vacances, on fait une petite pause. Hein. Faut aussi se reposer. Et on reprendra donc En octobre. en octobre La date n'est pas encore décidée. pour la prochaine biblio. Et, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Pour les plus motivés, on peut se rejoindre quelque part. Ou sinon rentrer tous comme des lâches chez nous faire de... Merci encore. On a une première verre à faire. Merci. donc,